Quand on a des enfants, on leur donne tout ce qu'on peut, et puis un beau jour, les enfants s'en vont dans une, j'espère, totale ingratitude. Et moi, j'élève 5 enfants, et j'espère que mes enfants seront complètement ingrats. Pour dire qu'on a réussi sa vie, il faudrait être dans une attitude de sortir de sa vie pour pouvoir la juger, et à l'instant où on fait ça, on s'égare complètement. À partir de quel point de repère, les points de repère que vous décrivez très bien, qui nous feraient permettre de dire que ma vie réussit ou pas, en adoptant ces points de repère, je ne suis déjà plus dans la vie. Je voudrais carrément qu'on se débarrasse de l'idée de dire « je vais me fier à mes sensations pour savoir me diriger dans la vie. Je vais me fier, si je me sens bien, c'est que c'est cool. Si c'est fluide, c'est que ça doit se faire. Si c'est pas fluide, c'est... » Non, c'est quoi tout ça ? Bonjour, bienvenue dans Dialogue, un moment de rencontre, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, avec des auteurs qui tentent d'ouvrir de nouveaux horizons, qui tentent de trouver une parole, à même d'ouvrir des chemins. Aujourd'hui, Frank Lobvet, qui m'a particulièrement touché dans la lecture de son livre, m'a beaucoup ému. Et j'avais très envie de partager cette expérience avec vous. Bonjour. La première question, parce que je trouve ce qui est très radical dans votre livre, c'est on n'a pas besoin de réussir sa vie. Et je dirais c'est peut-être un peu un des noyaux du livre, quelque chose qui est un peu voilà le cœur palpitant et qui nous amène à une transformation. Et je crois que c'est un peu le cœur de ce que vous avez à dire aujourd'hui. C'est vrai que c'est presque un postulat de départ, hein, quelque chose à attraper d'entrée de jeu dans la vie, quelque chose à appréhender tout de suite. Si je pense pouvoir réussir ma vie, je pense pouvoir échouer ma vie. Se débarrasser de l'idée de réussir, ça renvoie plutôt chez moi sur l'idée d'arrêter de s'approprier sa vie comme si on pouvait en faire quelque chose. Ma vie, je vais la vivre et je vais aller de surprise en surprise et à aucun moment, en fait, je vais pouvoir la rendre rentable pour moi. Il va falloir du chemin pour qu'on prenne cette notion entière et qu'on puisse l'accepter, l'englober, la digérer d'un coup. Mais l'idée, en fait, pour moi, c'est que je suis une forme de vie. C'est-à-dire, j'ai pas une vie que je possède et que je dois mener à bon terme en réunissant tous les paramètres qu'on appellera ceux de la réussite. Je me rappelle simplement un truc vraiment de base, naturel, c'est que je suis une des façons qu'a la vie de se concevoir. Donc en fait, vivre la vie de Frank, c'est m'assurer d'être une façon qu'a la vie de s'exprimer, une façon qu'a la vie de contempler, une façon qu'a la vie d'être. Je trouve que vous montez très fortement dans le livre quand vous parlez de ça, c'est quand je veux réussir ma vie, au fond, 1, je me mets une pression de fou, et 2, il y a une agression contre la possibilité de ne pas réussir ma vie, qui met dans une dichotomie pourvu que je ne rate pas ma vie, puis donc il y en a d'autres qui ont raté leur vie, et donc là, je trouve que quand on commence à rentrer dedans, on voit bien... c'est d'une violence inouïe. Vous montrez très bien quelque chose qui a l'air très bien, bah oui, il faut quand même que je réussisse ma vie, se cache derrière une violence inouïe, extraordinairement culpabilisatrice. Oui, donc vous essayez de nous délivrer au fond. Il y a effectivement déjà la notion de la culpabilité, c'est sûr, de si je réussis pas, alors je suis moins que, qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce qui tourne pas rond, qu'est-ce que j'ai loupé, etc. Il y a effectivement ce truc-là. Mais c'est vrai que je l'ai abordé depuis un autre angle de vue. Chez moi, c'est l'angle de l'indignation, de la révolte. Je ne supporte pas l'idée qu'on puisse dire d'un humain qu'il a raté sa vie. Ça me paraît, enfin, si, en fait, je connais le mot, ça me paraît dégueulasse. Donc pour moi, dire qu'un humain puisse avoir raté sa vie, quand on sait ce que c'est que de vivre une vie, des heures, des minutes, des secondes qu'on doit vivre avec les sentiments qu'il y a à l'intérieur. Vous me parliez il n'y a pas longtemps de la vie, de la nuit que vous avez passée
Et cette nuit-là, si elle est si difficile, c'est parce qu'il y a des sentiments, quoi, qui sont des secondes à vivre, des minutes à vivre, des heures à vivre. Et c'est déjà suffisamment chaud, quoi. C'est suffisamment douloureux pour pas que, en plus, on doive faire fi de ça, passer au-dessus pour réunir les paramètres pour dire à tout le monde, regardez, je suis une bonne personne. Effectivement, pour moi, même au-delà de juste laisser tomber la réussite, etc., j'ai envie d'aller plus loin, de dire, mais arrêtez même de parler de ça, c'est d'une violence inouïe. C'est déjà suffisamment difficile de vivre une vie, on va pas en plus continuer avec ces histoires d'échecs et de réussite. Ça devrait carrément sortir de notre langage, quoi. C'est aussi l'idée, pour dire qu'on a réussi sa vie, il faudrait être dans une attitude de sortir de sa vie pour pouvoir la juger, et à l'instant où on fait ça, on s'égare complètement. À partir de quel point de repère, les points de repère que vous décrivez très bien, qui nous feraient permettre de dire que ma vie réussit ou pas, en adoptant ces points de repère, je ne suis déjà plus dans la vie, je suis pris dans une illusion. Exactement. Et surtout, en plus, réussir sa vie, ça veut dire, comme vous dites très bien, c'est réussir par rapport à des critères qui souvent n'ont rien à voir avec notre propre vie, mais avec des critères, voilà, est-ce que j'ai assez gagné d'argent, est-ce que j'ai assez aimé, des choses qui sont généraux par rapport à la singularité de notre propre existence. Exactement. L'idée de réussir sa vie, ça nécessite effectivement d'avoir des points de référence, tout un tableau de connaissances avec, voilà, ceci oui, ceci non, etc. Et je me plais à essayer de rappeler au lecteur que on n'a aucune possibilité de savoir quelle est la direction qui va nous faire du bien ou pas. Et on est encore moins capable de savoir en fait si de vivre une expérience douloureuse ne va pas être plus judicieux pour nous qu'une expérience pas douloureuse. J'entendais il y a quelques jours quelqu'un dire sur une antenne c'est intéressant de faire ceci et cela parce que ça élève la vibration. Et je riais de voir en fait que cette personne n'avait aucun doute quant à l'idée qu'il fallait élever sa vibration. Et que, en fait, élever, c'est aller plus haut, donc c'est mieux, donc il n'y a pas de doute. Puisque, de toute façon, en haut, il y a Dieu, sûrement, ou le ciel, ou je sais pas quoi. Donc il faut élever. Sans même se poser la question de savoir s'il n'y a pas des moments où ce serait bon de descendre sa vibration, d'abaisser sa vibration, de ralentir sa vibration. On ne sait pas, en fait, c'est quoi la bonne direction. Et pour nous, en fait, il y a cette espèce d'élan qui est jamais remis en cause, c'est le ciel. Rejoindre le ciel. On nous a vendu que le ciel était pur, que la terre était le diable, et du coup, il n'y a plus de doute pour nous. Il faut monter, il faut y aller, quoi. Et c'est tout ça que j'ai envie de remettre en cause. On n'a aucune idée de quelle est la direction. Et c'est vraiment à cet endroit-là que je veux attraper les gens. Il ne s'agit pas juste de dire, ok, on va pas réussir notre vie, on va se prendre tel qu'on est, etc. C'est carrément de savoir qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Élever ma vibration, j'en sais rien si c'est vraiment ce qui va être judicieux pour moi. Vivre un moment super dur est peut-être le moment le plus fondateur pour la rencontre entre moi et moi. Et du coup, je voudrais carrément qu'on se débarrasse de l'idée de dire je vais me fier à mes sensations pour savoir me diriger dans la vie. Je vais me fier, si je me sens bien, c'est que c'est cool. Si c'est fluide, c'est que ça doit se faire. Si c'est pas fluide, non, c'est quoi tout ça? C'est une espèce de tentative de réunir dans la vie des signes qui vont me montrer le chemin, mais donc du coup on est où? On est encore sur l'idée de parvenir au bon endroit, de trouver le bon chemin. Pourquoi? Pour réussir sa vie. En fait non, il n'y a pas moyen, on ne sait pas. Et réunir des signes, même si c'est des signes intérieurs de type je me sens bien, je sens que c'est fluide, je sens que je suis léger, etc. Mais en fait d'aucun secours. Qu'est-ce que ça signifie, je me sens léger? Ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai fait un déni sur un truc important? Est-ce que, en fait, je me sens léger alors que ce serait un moment où il serait bon pour moi de me sentir grave? J'en sais rien. Et donc, continuer de chercher des paramètres à travers des livres, des expériences, etc., qui sont tous destinés à me faire trouver la bonne voie, ne fait que manifester l'idée qu'il y a une voie, donc qu'on va quelque part. Et c'est cette notion-là, en fait, que j'ai envie de remettre en cause, plus encore que l'idée de la réussite, c'est l'idée qu'il y a une direction, qu'on va quelque part. Parce que l'idée d'aller quelque part, elle soutient l'idée qu'il y a un but à cette expérience, il y a un but à la vie. On va quelque part parce que on doit apprendre, ou on doit réunir des informations, ou on doit se trouver à un endroit le jour de notre mort. Mais non, moi je souscris pas à ce truc-là. Si la vie était totalement gratuite,
si en fait elle n'était que faire l'expérience de l'énergie que je porte en sensation, si en fait notre corps n'était qu'une machine à sensations, alors quel serait l'intérêt d'aller à la quête de signes pour trouver la bonne ou la mauvaise voie? En fait, au fond, on est encore sur des histoires de réussite qu'on se cache avec des étages et des étages de camouflage et de déni, parce qu'on a un mal de chien à accepter de vivre la vie de manière simplement gratuite. Je vis pour rien, je meurs pour rien. C'est-à-dire que la gratuité, au fond, de la vie, c'est ça qu'on n'arrive pas à soutenir. C'est normal en même temps qu'on puisse pas la soutenir. Excusez-moi, je vous coupe, mais on ne peut pas la soutenir parce que cette gratuité, c'est la seule forme reconnaissable d'amour inconditionnel sur cette planète. C'est en fait justement l'accès libre à l'information, la possibilité libre de faire l'expérience de l'énergie que je porte. On pourra revenir là-dessus pour préciser, hein, mais la gratuité, pour moi, c'est la forme reconnaissable de l'amour inconditionnel sur cette planète. C'est le seul endroit où je peux le retrouver réellement. Cet amour que je peux avoir envie de retrouver parce que je l'ai capté un jour à travers le regard d'un enfant, un coucher de soleil, un état de grâce suite à une méditation. Cet état de grâce-là, cette connaissance qu'on a de se sentir soutenu, bercé, pris en compte par le tout, cette sensation si agréable de l'aperçu d'éveil ou de l'état de grâce, ne va prendre comme forme dans notre vie que cette gratuité. Sois ce que tu veux, quand tu veux, où que tu sois, et ce sera toujours juste. Et cette gratuité-là, pour moi, c'est l'amour sans condition. Est-ce que le paradoxe, si j'ai bien compris, c'est que la gratuité, qui est quand même merveilleuse, ça nous fait peur parce qu'on ne peut pas le saisir, donc on se donne des buts, des objectifs, on a l'impression que là au moins on va pouvoir le saisir, donc c'est mieux, et ça ne fait que nous éloigner de ce qu'on cherche. Donc plus on veut avoir de buts, plus on veut réussir sa vie, réussir quelque chose, plus loin on est de ce qu'on cherchait qui était... C'est vrai, évidemment, d'accord. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que plus je cherche, plus je m'éloigne de ce qui est déjà là. Il y a cette notion-là. Mais je crois qu'autour de la gratuité, ce qui nous pose vraiment problème là-dedans, c'est l'humain est bon. L'humain est profondément bon. J'ai vraiment cette croyance-là. Et là aussi, on pourrait aller plus loin pour étayer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui pose problème avec cette gratuité, c'est que nous, dès qu'on reçoit un cadeau, on veut rembourser. On veut rembourser. Et en fait, ce qui nous convient pas avec cette gratuité, c'est qu'on cherche à qui on doit le cadeau et on veut absolument le rembourser. Ce qui fait qu'on a une attitude, c'est que dès qu'on a compris que la vie était un cadeau, on croit qu'on doit se mettre au service de quelque chose de plus grand, d'un principe, d'un dieu, d'une énergie en particulier, quelque chose comme si on devait remercier pour le cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Et nous, on ne sait pas le respirer à plein poumon et dire, ok, ce cadeau-là, puisqu'il est cadeau, je peux en faire ce que je veux. On a cette tentation immédiate de correspondre à l'idéal de ce que nous imaginons être l'auteur du cadeau. Et du coup, on rentre dans des circuits de service, de bienveillance, d'abnégation, d'une tentative, la plupart du temps inconsciente, de rendre à César ce qui appartient à César, une idée de rembourser notre incarnation, de payer pour toute la beauté qu'on a trouvée. Parce que ce qui est terrible, et là je m'adresse évidemment peut-être à ces gens qui ont déjà découvert que la vie était un cadeau, parce que on est déjà loin dans la discussion, c'est vrai que quand on en est là, mais pour ceux qui ont déjà découvert que c'était un cadeau, peut-être qu'il serait judicieux d'arrêter de chercher l'auteur du cadeau et d'arrêter de le rembourser. Pour moi, un véritable cadeau, c'est si on se pointe à mon anniversaire et qu'on me dit « Tiens, je t'offre ça », et que je puisse le prendre et dire « Waouh, c'est vraiment moche », et le jeter devant les yeux de cette personne. Ça, c'est lui dire « Ce que tu viens de faire est un véritable cadeau, puisque tu vois, je le prends comme tel, à partir du moment où tu me l'as offert, il est à moi, et je ne te dois rien. » C'est cette façon d'agir, c'est dire à l'autre « Ton cadeau était vraiment gratuit ». Je pourrais le formuler d'une manière plus compréhensible pour tout le monde. D'une manière toute simple. Quand on a des enfants, on leur donne tout ce qu'on peut, et puis un beau jour, les enfants s'en vont dans une, j'espère, totale ingratitude. Et moi, j'élève 5 enfants, et j'espère que mes enfants seront complètement ingrats. J'espère qu'un jour, ils partiront sans se retourner, sans dire merci pour toutes les heures où on a pensé à eux, où on a rempli des carnets de correspondance, où on s'est inquiété pour eux, où on les a soutenus, où on s'est marré avec. Et si j'espère que mes enfants partiront de la maison sans se retourner et dans une totale et pure ingratitude, c'est parce que l'ingratitude qu'ils auront pour moi signifiera que ce que je leur ai offert, je l'ai vraiment offert. Je leur ai pas vendu.
Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de besoin de retour. Je n'ai pas besoin de leur reconnaissance. Je n'ai pas besoin de leur gratitude. En fait, leur gratitude salirait mon cadeau. Et c'est ça, en fait, que je veux dire par si la vie est cadeau. Dans ce cas, en fait, je n'ai pas à rembourser qui que ce soit. Je peux rester dans cette pure ingratitude de l'humain, de vivre mon cadeau tous les jours dans ma totale inconscience sans être obligé de me mettre au service de quelque chose et de me plier à des règles comme pour rembourser la beauté du cadeau, quoi. Ce que moi j'aimais dire dans mon langage, il faut donner parce que ça nous fait plaisir et arrêter de se sacrifier. Il y a cette notion-là. Que l'idée du sacrifice, qui est tellement dans notre culture, elle est juste... elle est très très ancrée dans notre culture, cette idée sacrificielle. Oui. On serait en faute, donc il faudrait nous sacrifier. C'est ça. Alors chez nous, dans nos vies, ça fait appel, pour les gens que je rencontre en séminaire, cette notion-là, quand je la croise, la plupart du temps, la notion de sacrifice est une façon de protéger ceux qu'ils aiment. Tout simplement dans la croyance très atavique et très profonde de cette notion, tu sais, de une vie contre une vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens se mettent dans une posture sacrificielle, souvent les mamans, pour protéger leurs enfants de la mort, en se disant, si moi j'offre ma vie, on ne prendra pas la vie de mes gosses. Et il y a une vraie notion sous-jacente profonde dans nos enregistrements inconscients qui dit que si moi je renonce à ma vie, je vais pouvoir prolonger celle de ceux que je ne veux pas voir mourir. Oui, puis il y a l'idée que c'est très difficile d'accepter que la vie est un cadeau, donc je me sacrifie pour avoir le droit d'être. Moi j'avais été très frappé au moment de l'affaire d'Arnaud Beltrame, ce lieutenant-colonel qui est mort en voulant arrêter le Trèbes. Tout le monde avait dit le lendemain, c'est un exemple de sacrifice. Moi j'étais très mal à l'aise, mais j'arrivais pas, et la mère d'Arnaud Beltrame avait écrit une lettre ouverte en disant « Je vous en prie, arrêtez, mon fils ne s'est pas du tout sacrifié, il voulait arrêter, il n'avait aucune envie de mourir, il était habité de quelque chose de bon, et donc il a fait ce qu'il pensait juste, et j'ai trouvé ça très fort, parce qu'on voit bien que c'est pas du tout la même logique, mais que personne n'arrivait à comprendre. Non, il s'est pas sacrifié, il a été héroïque, mais juste parce qu'il a essayé de faire ce qui était en rapport à son cœur et à ce qui était important pour lui. Et je trouve que ça reflète bien la difficulté d'entendre ce qui est au cœur de ce que tu montres. Après, c'est vrai qu'on est parti un peu vite dans cet échange et qu'on est déjà en train de parler de la vie comme étant un cadeau, alors que c'est vrai que pour la plupart des gens, ça reste quelque chose d'incompréhensible, de douloureux, et tout simplement parce que les gens n'ont peut-être pas encore pris l'habitude de regarder cet angle de vue, c'est-à-dire d'imaginer que, hélas, nous sommes tout le temps exaucés. Mais si, sans aller jusqu'au point ultime, même d'un point de vue très relatif, prendre que la vie est un cadeau, c'est quand même si on n'y croit pas encore au début, mais même comme ça, pédagogiquement, ça détend. Tandis que si on le prend, comme on était parti, il faut que je réussisse à tout prix, je suis en faute d'être, on voit bien que je vais aller de plus en plus mal. Donc on voit même pédagogiquement que la proposition que tu fais, même si j'espère que ça va s'éclairer, puis les gens en lisant ton livre vont réussir à voir en quoi elle est un cadeau, mais au moins, comme point de départ, de partir de cette hypothèse plutôt que l'autre qu'on nous vend, qui est extrêmement culpabilisatrice, et voilà, c'est quand même un bon point de départ. C'est clair. Alors moi, je suis parti dans une direction toute simple, c'est que je me suis dit que si je voulais intervenir dans ma vie, avoir la sensation d'avoir la main et de pouvoir y faire quelque chose, je devais d'abord être responsable de cette vie. Il est tout à fait impossible d'imaginer que je puisse à un moment donné récupérer ce qu'on va appeler les manettes me permettant de me diriger dans mon expérience ou de me diriger vers certaines expériences, en imaginant que je puisse à la fois dire d'un côté je ne suis pas responsable, je suis la victime pieds et poings liés face à ce qui est, face à la dure réalité, et du coup je dois me conformer, me plier à ce qui est. Je peux pas dire ça et souhaiter naviguer délibérément dans cette expérience-là. Pour moi, l'étape de la responsabilisation, de la responsabilité de ma vie, j'y suis allé de bon cœur,
parce que je souhaitais redevenir le maître de l'expérience, de mon expérience. Si je veux redevenir le maître de mon expérience, il a fallu que je prenne toutes mes expériences et que j'en assume la pleine responsabilité. Même celles qui semblaient absolument venir de l'extérieur, puisque un tel m'avait fait ceci, un tel ne m'avait pas fait cela. Et il était nécessaire pour moi d'abord d'aller retrouver où j'étais la source, de manière à, lorsque j'ai reconnu que j'étais la source de mon expérience, de tout ce que je vivais, je puisse à nouveau être maître de cette situation. Donc, la vie, avant de la voir comme un cadeau, et ce que je veux dire par cadeau, je veux pas dire la vie est agréable, parce que c'est vrai que la notion de cadeau nous dit que en fait tout est cool à découvrir. Moi, je parle de cadeau dans le sens de la vie ne fait que répondre à mes désirs. Et mes désirs, pour moi, c'est l'énergie qui émane de moi, qui est en fait une demande d'obtenir un peu plus de l'énergie que je porte. Donc, je suis constamment exaucé, et c'est en ça que pour moi, la vie est un cadeau. Par contre, évidemment, quand je porte une énergie fort désagréable, je me retrouve face à des expériences fort désagréables. Et dans mon expérience de moi, de Franck, lorsque je vis un truc vraiment pas cool, je suis très content de voir en fait que je suis la source de ce truc vraiment pas cool. J'aime par-dessus tout me rendre compte que je suis à la source de mon expérience. J'étais terrorisé par l'idée d'être ballotté par les vents comme ça, et de me dire en fait ce qui arrive de bien dans la vie vient de moi, et ce qui arrive de difficile vient de la dure réalité. Je pouvais pas continuer de vivre dans un tel mensonge. Et tu montres à quel point, ne voyant pas ça, nous avons tendance à créer une fiction de nous-mêmes. Et tout le long du livre, Ouais. tu décris très précisément comment, au fond, on essaye de jouer un jeu, de fabriquer une image du chevalier blanc de nous-mêmes, et même comment la plupart des discours, la plupart des visions de développement personnel, pour s'améliorer, etc., ne font que renforcer cette illusion abyssale d'inventer une version positive de nous-mêmes, au lieu d'avoir le courage de rencontrer l'être que nous sommes. Alors, la notion est grande, parce que c'est le personnage qu'on crée est un personnage qui, pour moi, se crée très tôt dans l'enfance, et qui est finalement un personnage qu'on va simplement créer parce qu'on a la trouille d'être rien, on a la trouille du néant, on a la trouille du vide. En fait, il s'agit au fond d'une peur de notre disparition, de ne pas être, et donc on va se dépêcher d'être pour combler cette trouille, cette peur. Et puis la pression de réussir, parce qu'on oui. est quand même endoctriné depuis l'enfance, il faut qu'on réussisse, il faut qu'on réussisse. Donc, au fond, réussir sa vie dont on a parlé, c'est la suite. Il faut réussir à l'école, il faut réussir c'est avec la suite les de autres. Ça. Mais le personnage qu'on va se mettre à incarner n'est pas forcément un personnage réussissant. C'est-à-dire que l'important pour nous, c'est surtout d'être quelqu'un. Et si on est un enfant qui s'est fait... un enfant qu'on a fait taire, par exemple, on va être tenté de prendre le personnage de celui qui est rejeté, de celui qui n'est pas entendu, de celui qui n'est pas respecté. Du moment en fait que ce personnage nous donne la possibilité d'enfin devenir quelqu'un, on va sauter sur l'occasion. Moi, je me retrouve très régulièrement dans mon boulot face à des gens qui ont pris comme personnage, comme bizarre choix, je vais être la personne qui est systématiquement humiliée. Voilà, je vais faire ça, je vais prendre ce personnage-là. Donc je vais regarder la vie de manière à pouvoir tirer la conclusion qu'on cherche à m'écraser, qu'on cherche à m'évincer, qu'on cherche à me piétiner, et je vais toujours filtrer les situations de manière à pouvoir tirer cette conclusion-là, pour nourrir l'existence de ce personnage. Alors évidemment, pour une personne qui vit ça, c'est extrêmement douloureux au quotidien, parce que c'est une personne qui consciemment voudrait juste se débarrasser de cette façon de vivre, mais la plupart du temps, elle n'est pas consciente qu'elle est à la source de ce point de regard, de cet angle de vue. Elle ne sait pas qu'elle souhaite ça, et elle a oublié en fait que d'être quelqu'un d'humilié est son seul rempart contre le néant, contre la mort. C'est-à-dire, j'ai tellement peur d'être personne que je préfère être quelqu'un d'humilié que de faire face à la possibilité d'être tout. Parce qu'effectivement, un humain de naissance a la capacité d'être tout, de ressentir tout, d'incarner quoi que ce soit. Et c'est tellement grand cette liberté, elle nous faut une
telle peur, cette immense liberté, qu'on préfère très vite rentrer dans la peau d'un personnage qui va nous permettre en fait d'être en sécurité. Alors on est en sécurité, mais des fois dans un truc extrêmement douloureux. Comme je suis en sécurité dans mon personnage de celui qu'on rejette, ou je suis en sécurité dans mon personnage de celui qui n'y arrive jamais, qui échoue systématiquement, etc., etc. Donc même la notion de réussite à cet endroit-là, elle est à remettre en cause parce que le personnage qu'on va prendre, on va le prendre uniquement pour devenir quelqu'un. C'est ça qui nous compte le plus, c'est d'abord être quelqu'un. Et c'est ce qu'on nous demande très vite, de nous positionner, d'être quelqu'un. Qui es-tu? C'est la première question à laquelle on doit répondre. Mais donc, que peut faire la personne qui se sent tout le temps humiliée et qui a l'impression, donc, elle aura l'impression, elle, que c'est le monde extérieur qui lui renvoie à cette humiliation. Alors que tu montres, c'est qu'il faut... Voilà, alors moi, en fait, ce que je montre à travers ça, c'est que cette question de l'humiliation que vit cette personne, c'est quelque chose qui s'est mis en place d'une manière douce, mais qui s'est mis en place dans son enfance. En fait, pour pouvoir tirer la conclusion de « je suis quelqu'un qu'on humilie », je dois à un certain moment me souvenir de quelques morceaux de mon enfance, de quelques souvenirs qui vont me permettre de tirer la conclusion que je suis celui qu'on humilie. Donc je vais me souvenir tiens, on va prendre un truc simple qui mène à l'humiliation et que les gens ne voient pas arriver. Vous êtes à l'école. À l'école, vous venez d'arriver dans cette école et vous êtes souvent bousculé. Un jour, vous rentrez chez vous et en fait, on est tous entrés dans la classe en même temps et on n'a pas réussi à passer la porte. Moi, j'ai été bousculé, je me suis pris le montant de la porte et je rentre à la maison et j'ai un bleu ici. Mon père me demande ce qui s'est passé et je finis par lui expliquer que j'ai du mal à faire mon trou, à faire ma place et que je suis bousculé à l'école. De cette situation-là, je vais pouvoir tirer un personnage. Imaginons en fait que le père me laisse me débrouiller. Et là, je vais pouvoir tirer la conclusion que je ne suis pas protégé, que je suis celui qu'on livre au loup et qui doit se débrouiller tout seul. Et je vais pouvoir tirer la conclusion pour fabriquer mon personnage que je suis un autodidacte qui se fait tout seul, qui a dû se battre pour y arriver, mais qui est systématiquement contre le monde entier et qui doit avancer contre vents et marées. Donc je vais pouvoir en tirer ce personnage-là. Imaginons que mon père débarque dans la classe pour dire à mes collègues d'école, arrêtez d'embêter mon fils. Donc là, j'ai le papa qui vient et qui me protège. Donc je pourrais plus tirer la conclusion que je ne suis pas protégé et que je vais me débrouiller tout seul. Mais mon père me protégeant devant tous les autres élèves, il fait de moi quelqu'un de faible, d'incapable de se protéger lui-même. En venant me protéger, en fait, moi je vais pouvoir en tirer la conclusion que je suis humilié. Donc on a des scènes comme ça, qui sont des scènes qu'on pourrait regarder depuis un angle de vue en disant « Bravo, le père a assuré, il est venu protéger son enfant, et en fait, le jour-là, il l'a humilié. » Ou alors on pourrait dire « Ah bah bravo, le père laisse son enfant se débrouiller face à la situation, mais l'enfant, là, va en tirer la conclusion qu'il est seul au monde et qu'il doit se débrouiller. » Et en fait, les événements, pour moi, ils sont neutres. Les événements, ils contiennent tout, ils ont la possibilité de tout. C'est-à-dire qu'un événement, il peut être regardé par différents angles de vue. Et l'angle de vue par lequel je vais le regarder détermine en fait qu'est-ce que je m'attends à trouver dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et je vais finir même par prendre conscience que l'angle de vue que j'apporte, que je pose sur les situations, en dit long sur la personne que j'ai envie d'être. Donc sur beaucoup de situations, des gens vont poser un point de regard et finir par tirer de cette situation de quoi nourrir leur personnage. Je voudrais prendre un autre exemple qui parle bien. J'ai une personne un jour en stage qui me dit mon ex-mari, j'ai dû m'en séparer parce que il devenait dangereux pour mes enfants, il était incapable de les protéger et je ne les sentais pas en sécurité avec lui. Je lui demande quel souvenir ou quelle anecdote lui permet d'étayer son angle de vue. Et elle m'explique en fait qu'elle a une fille qui a 15 ans et qui a été fêter son anniversaire en boîte de nuit. Elle est partie en boîte de nuit, et c'était prévu, ok, tu vas fêter tes 15 ans, tu vas danser avec les copains, les copines, ok, tu vas en boîte de nuit. Elle sort de boîte de nuit à 4h du matin. Elle envoie un texto à son père pour qu'il aille la chercher à la sortie de la boîte.
Et son père refuse. Il dit non, tu te débrouilles, tu rentres, moi je ne vais pas à 4 heures du matin te chercher à la sortie de boîte de nuit. Et cette femme m'expliquait en fait au moment-là que cet homme était complètement irresponsable, qu'il était en train de livrer la gamine au loup, que de la laisser se débrouiller à 4 heures du matin, autant la mettre dans les pattes d'un fil tout de suite, qu'il était inconscient, qu'il ne pouvait pas protéger cet enfant, etc. Et elle me montrait à quel point finalement cet enfant ne pouvait pas reconnaître son père comme étant quelqu'un qui protège, qui assure, qui est au rendez-vous, etc. Et donc, elle voyait de cette scène de quoi nourrir son personnage de « je suis le seul rempart contre le mal, il faut que je protège mon enfant, etc. etc. » Moi, je lui montre la scène depuis un autre angle de vue, en lui disant peut-être que lorsque papa ne va pas chercher la gamine à la sortie de la boîte de nuit, il est en train de lui dire j'ai confiance en ton discernement, je sais que tu es capable de faire des bons choix, je sais que tu es capable de te mettre en sécurité, je sais que tu vas pas te mettre dans des situations dont tu ne pourras pas t'extraire, je te fais confiance, j'ai pas de doute à propos de ta capacité de naviguer dans la vie, pour moi tu es assez grande pour le faire. Peut-être qu'en allant la chercher, il lui aurait dit « Tu n'es pas capable d'avoir du discernement, tu ne peux pas te protéger toute seule, le monde est rempli de prédateurs hostiles qui en veulent tous à toi, et etc. » Et là, on peut vraiment se poser la question de quel est le message qui va le plus aider la gamine à se construire. Est-ce que la gamine a besoin d'entendre « T'es encore un gros bébé, le monde est hostile, tout le monde t'en veut et tu vas te faire un jour dévorer par le monde ?» C'est qui était l'expérience qu'avait fait la mère manifestement, ou tirer une autre conclusion qui est t'as grandi, je te fais confiance, tu peux t'appuyer sur toi. Sur cette scène-là, j'ai envie de dire la scène est neutre. On peut vraiment regarder l'attitude des deux parents comme étant géniale. Cette mère qui dit ok, je vais me lever et je vais aller te chercher parce que je veux que tu te sentes en sécurité. Et ce père qui dit non, je vais pas me lever, je vais pas aller te lever parce que je veux que tu te sentes en sécurité, parce que finalement c'est la même chose. La scène, elle est neutre. Et selon l'angle de vue qu'on pose dessus, on va tirer des conclusions. C'est ce qui se passe tout le temps dans la vie pour moi, et c'est comme ça qu'on construit nos personnages. Il y a des gens qui sont bousculés dans le métro et qui en tirent la conclusion qu'il n'y a pas de respect. Il y a des gens qui sont bousculés dans le métro et qui en tirent la conclusion qu'on leur veut du mal. Il y a des gens qui sont bousculés dans le métro et qui en tirent la conclusion que c'est cool, il y a de la chaleur humaine et on s'en fout. Il y a des gens qui sont pas bousculés dans le métro parce qu'en fait ils ont une énergie de gens qu'on ne bouscule pas. Et on a tendance à croire en fait qu'une scène dit quelque chose, alors qu'en fait la scène existe et c'est la façon dont on la regarde qui dit quelque chose. Donc si on prend notre exemple qu'on a pris tout à l'heure de la personne qui a l'impression d'être tout le temps humiliée. Ah, c'est vrai que j'ai pas répondu à la question. Donc tout ce que tu décris, c'est la c'est la première étape de la personne, sentir je ne suis pas défini en tant que je suis humilié, c'est l'angle de vue à partir duquel je regarde la réalité. Donc j'ai choisi tel et tel souvenir et telle chose dans le réel pour construire ça. Donc là, au fond, ce qu'il essaie de montrer, c'est comment déconstruire le personnage dans lequel, parce que quand on s'est construit un personnage, on est enfermé dedans. Alors, c'est ça je n'enseigne pas à déconstruire les personnages. J'ai une autre méthode que je trouve finalement plus efficace, plus directe et plus judicieuse. Je m'explique. Évidemment, ce que je viens de dire, c'est que cette personne qui se sent constamment humiliée, en fait, passe son temps inconsciemment à chercher à tirer des situations de quoi pouvoir cocher une fois de plus. On m'a encore humilié. Alors l'intérêt en dessous, c'est capturer de l'attention. Il faut déjà juste poser ce truc-là. Nous sommes des êtres faits d'énergie, nous sommes extrêmement énergivores, et notre seul moyen de capturer un maximum d'attention, c'est d'avoir une histoire tripante à raconter. Il nous faut une histoire de victime ou une histoire de héros, mais quelque chose en fait qui capture l'attention, parce que c'est ça, l'attention. Quand on capte l'attention des gens, en fait, on capte de l'amour, on capte de l'énergie, et on en a beaucoup besoin. Donc, notre personnage, il est d'abord taillé sur mesure pour nous apporter un max d'attention et d'énergie. Et c'est vrai que lorsque tu peux raconter une histoire d'une malheureuse aventure de quelqu'un qui va d'humiliation en humiliation, au bout d'un moment, ça devient tellement incroyable et tellement spectaculaire qu'on en devient bankable. C'est-à-dire qu'on réunit de l'énergie constamment à travers ce filtre-là. C'est la première
intention inconsciente et sous-jacente, c'est réunir de l'attention, donc de l'énergie pour notre nourriture. Il y a ce truc-là. Donc on va se mettre à incarner un personnage. Dans mon travail avec les gens, à aucun moment je cherche à détruire le personnage. Tout simplement parce que je pense que ce personnage est nécessaire à l'incarnation. Je crois que notre véritable nature, et vous qui faites de la méditation, je pense que vous la connaissez parce que vous devez la rencontrer à chaque fois, notre véritable nature, elle est vide, elle est vacuité, elle est espace total, elle est liberté totale. Ça, c'est la nature d'un être humain. Quand il plonge en lui, il ne peut tomber que dans le cosmos, dans l'espace intérieur et dans l'immensité qu'il y a. Et finalement, ce vide, cette véritable nature que nous avons, on va la combler dans notre incarnation par un personnage. Alors on peut prendre le personnage de je réussis tout, le personnage de je comprends tout, le personnage de je suis tout le temps humilié, ou j'y arrive à chaque fois, ou je m'en sors toujours, ou je survivrai. On peut prendre le personnage qu'on veut. En fait, si on l'enlève, en dessous, on ne trouve pas un être authentique. On ne trouve pas un véritable soi débarrassé du personnage. On trouve un autre personnage, avec un autre fonctionnement pour capturer de l'énergie. Donc, derrière nos personnages, il n'y a pas l'être authentique, parce que l'être authentique, il n'est pas. C'est ça, l'être authentique. L'être authentique, c'est le vide. Donc, on va avoir un personnage. Je n'aide pas les gens à virer le personnage parce qu'ils se retrouveraient à la limite de la décompensation psychiatrique devant quelque chose d'immense, c'est-à-dire devant leur véritable nature, qui est la possibilité d'être tout. Et le vertige est beaucoup trop grand, on n'est pas capable d'assumer ce truc-là. L'idée n'est pas non plus en fait de basculer sur un nouveau personnage qu'il va falloir découvrir parce que je ne le connais pas. Il va falloir que je comprenne comment il fonctionne et ça va être comme si je reprenais tout depuis le début. Moi, ce que je vais faire en fait avec les gens, c'est les familiariser avec ce personnage, le montrer déjà, leur faire comprendre que ça n'est pas qu'ils sont de nature, mais un angle de vue qu'ils ont pris sur la vie. Et si je ne veux pas les aider à virer le personnage, c'est parce que je préférais les aider à vivre avec, en harmonie, de se mettre à aimer cette personne-là. À l'instant où on voit que c'est une prise de vue, et donc ça n'est pas ce qu'on est vraiment soi-même, c'est ça que j'appelais déconstruire, d'un seul coup on ne peut plus y croire de la même manière. Exactement, c'est là que je vais agir. C'est-à-dire que le personnage, il va rester en place, par contre, je vais savoir par quel angle par quel angle habituel il va aborder les situations. Moi, par exemple, mon personnage, celui avec lequel je fonctionne, c'est le personnage double de l'enfant fautif et de celui qui sait tout. Donc, j'ai comblé l'existence de l'enfant fautif, puisque je me suis construit sur la croyance que j'étais un problème à résoudre. J'ai comblé ça en me disant, si je suis un garçon qui sait tout, qui a réponse à tout, on va me conserver, on va pas me jeter, on va pas me renvoyer à la DAS. Donc, c'est cool, je vais faire ça. Donc, j'ai pris cette piste-là de l'enfant fautif et de l'homme qui sait tout. Ce personnage-là, il est vraiment encombrant. Dans une relation de couple, par exemple, quand tu abordes tous les sujets par « je suis d'abord fautif », ça crée bien des déboires. Mais en fait, je ne souhaite pas changer ce personnage parce que j'ai l'habitude maintenant. C'est-à-dire que quand je commence de me sentir fautif, je n'y crois pas. Quand je crée à travers le réel, à travers mon angle de vue, une situation où je vais encore pouvoir tirer la conclusion que je suis l'enfant fautif ou que je vais être celui qui a réponse à tout, je n'y crois plus. Et c'est ça l'intérêt en fait, et c'est ce que vous étiez en train de soulever, effectivement, connaître son personnage, c'est savoir comment il agit, c'est savoir donc comment il a pris l'habitude de tordre le réel pour obtenir toujours le même type d'information. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on ne vit pas la dure réalité, mais notre réalité, et qu'on la distord à l'envi pour nourrir notre business. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Parce que c'est ce qui nous permet d'arrêter de prendre tout au premier degré, comme si on nous le faisait, comme si c'était grave. C'est ça dont les gens ont besoin. Les gens n'ont pas besoin de retourner à l'être authentique, ce serait quoi encore ? À nouveau cette quête de réussir sa vie en étant le plus pur, du plus débarrassé, dépouillé de machin. J'y crois pas. Je crois en fait à un truc beaucoup plus simple, qui est que lorsque je me retrouve dans une situation, j'ai un outil d'un seul coup qui est de voir et de dire « Ah ok, voilà quelle part de moi désire regarder les choses comme ça, afin de nourrir la croyance que je suis cela pour être quelqu'un. » Mais une fois que j'ai vu tout mon système, quand la situation se présente, elle ne m'attrape plus.
Elle ne me met plus dans des états pas possibles. Elle ne me met plus dans la situation où d'un seul coup, je dois remuer ciel et terre pour que ceci n'apparaisse plus dans ma réalité. Parce que chacun a tendance à s'identifier à une image qu'il a construite sans s'en rendre compte, et c'est ça qui l'aveugle. Il ne s'agit pas de se délivrer, d'être un vrai soi, mais il s'agit de voir que cette fiction qu'on a construite est une fiction. Elle est à nous, c'est ça. Et il y a plus de jeu qu'on ne le croyait. Exactement. Alors déjà, il y a effectivement cette notion là, c'est-à-dire il y a plus de jeux qu'on imaginait, c'est-à-dire que oula, mais en fait il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de possibilités pour moi de voir tout ça. Bizarre, j'ai toujours cru qu'il y avait qu'une façon de voir cette chose-là, mais il y a un autre truc. Effectivement, c'est une fois que j'ai compris que c'était moi qui, par l'angle de vue que j'apportais à la vie, créait ma vie, d'un seul coup, ça y est, j'ai récupéré mes manettes, j'ai récupéré l'outil. Je sais enfin comment on fabrique sa vie, c'est-à-dire en distordant le réel. Alors comment on distord le réel, hein, c'est une histoire assez simple en fait, c'est que notre système cognitif perçoit des milliards et des milliards d'informations, mais seuls quelques millions parviennent à notre conscient. Et donc, il y a un véritable tri qui s'opère. Ce qui devient conscient dans la tête d'un humain n'a rien à voir avec ce que son inconscient ou ce que sa totalité a capturé d'une scène. Donc en fait, quand je vois une scène, mon système cognitif, l'ensemble de mes sens en action, récupère énormément d'informations, mais moi je vais juste en sélectionner quelques-unes qui sont en fait des informations taillées sur mesure pour nourrir l'histoire que je suis en train d'écrire, qui est l'histoire de ma vie. Lorsque j'ai compris que je ne vivais pas la réalité, mais une sélection du réel, qui sont des petits morceaux. Là, je choisis dans cette scène de prendre ça, puis je vais prendre ça, et je vais prendre ce morceau-là, et je vais l'ajouter à cette scène d'avant, là, voilà, à ce morceau d'enfance, et quand je mets ces trois trucs-là, j'ai un truc cohérent qui explique au monde la personne que je suis. Mais cette façon de distordre la réalité, c'est mon point de pouvoir sur elle. C'est à cet endroit-là, en fait, que je suis à la source des choses. La vie, en fait, elle est que l'angle de vue par lequel je l'aborde. Une fois que j'ai compris ça, effectivement, je ne souhaite pas avoir un angle de vue pur sur la vie. Je souhaite savoir que lorsque je vis une situation, elle n'est pas réelle en soi, elle est réelle pour moi. Une fois que je sais ça, que la vie n'est pas extérieure mais intérieure, je récupère mon pouvoir. Pour moi, c'est tout l'enjeu. Pourquoi vous dites que, du coup, on ne se connaît, le plus souvent, on ne se connaît pas, on se définit? Parce que c'est le jeu qu'on s'est mis à jouer en Occident. On ne cherchait plus à savoir quelles sont les multiples énergies que nous portons, les multiples aspects de notre personnalité. On cherche simplement à montrer au monde qu'on est du bon côté, qu'on est le bien, qu'on est le bon, qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on s'en tire bien, qu'on avait bien raison de faire ce qu'on avait fait, dit ce qu'on avait dit, etc., etc. Comment ça s'articule, ça? Le fait qu'on veut être dans le bien, c'est tout ce discours-là, il faut être dans le bien, il faut être juste, tout ça, avec le personnage qu'on s'invente. Comment ça s'articule, ces deux choses-là? C'est deux modalités différentes. Le personnage qu'on invente, il est créé de toutes pièces pour sembler être le bien. Parce que même quand on se sent humilié. Oui, tout à fait. Mais si on passe son temps à se définir, c'est parce que on a complètement renoncé à nous. C'est assez bizarre. On vit une vie, mais nous, qui la vivons, n'avons au bout d'un moment plus aucune importance. Tout ce qui compte, c'est d'être bien vu, c'est d'avoir des likes, c'est d'être reconnu, c'est d'agglomérer de l'argent, du succès, de la reconnaissance. Il n'y a plus que ça, se définir. Voilà qui je suis, voilà moi je me suis fait tout seul, je me suis construit, je me suis sorti de cette affaire-là, je m'en suis remis, on m'a fait ça, mais j'ai réussi à, etc. On ne passe quasiment que son temps à, pour moi, définir notre carte de visite toute notre vie. Je trouve ça, bon allez j'y vais, hein, je trouve ça lamentable. On n'a aucune envie de se connaître. On ne veut pas savoir où est le pervers chez moi, où est le taré chez moi, où est la psychopathe chez moi, comment je fonctionne, quelle est la part de moi qu'on n'a rien à faire.
du monde, quelle est la part de moi qui aurait envie de le monde entier, qui est la part de moi qui a envie de s'allonger et de mourir tout de suite, quelles sont ces parts-là qui sont en moi, ces trucs-là, j'ai pas envie de les connaître. Je préfère vivre comme un zombie qui va simplement passer son temps à dire voilà qui je suis, voilà qui je suis, voilà qui je suis. Donc quelque chose qui est construit, qui est fabriqué, qui est pris par toutes les injonctions. Oui, qui est une lecture totalement voilà, tronquée, partielle, qui ne sert que à dire voilà, je suis en fait en gros soit je suis meilleur que toi, soit on est pareil tous les deux, c'est-à-dire nous sommes le bien en action. Et je commence vraiment j'avoue de flipper du bien. Moi, ça me fout la trouille maintenant, vraiment. Je me suis surpris à avoir une réaction presque animale. J'étais dans un stage et il y a une stagiaire qui me dit t'es vraiment une belle personne. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas senti insulté comme ça. Mais ça m'a vraiment fait ça. Hein. Je raconte ça vraiment parce que c'est l'anecdote qui m'a choqué. J'étais choqué moi-même en fait de voir ce que ça me faisait de ressentir ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette personne qui me disait t'es une belle personne, me renvoyer dans ce monde des gens qui pensent qu'il y a des belles et des mauvaises personnes, des belles et des moches personnes, des bonnes et des pas bonnes. Et ça me saoulait, j'avais pas envie, moi j'ai pas envie j'avais pas envie d'être dans le camp du bien, j'avais pas envie qu'on dise de moi que je suis le bien, et j'avais pas envie qu'on reconnaisse pas chez moi la possibilité d'être malveillant, la possibilité d'être agressif, la possibilité d'être un con. Parce que ce que tu montres, c'est que à l'instant où je vais être du camp du bien, j'ai perdu le rapport à la réalité. J'ai perdu au moins la moitié de moi déjà, puisque évidemment le bien n'est que fonction du mal, et je ne veux pas vivre dans un éternel déni de l'ombre pour simplement ne faire que glorifier la lumière. C'est ça la fabrication qu'on parle depuis le début. On a parlé au début de vouloir réussir sa vie. Bien sûr. On parle après d'inventer un personnage et d'en être prisonnier. On parle le fait de ne pas savoir qui on est et d'être toujours avec sa carte de visite. Tout ça, c'est autant de modalités qui nous empêchent un rapport plus unitaire à la vie, qui accepte qu'il y a de l'ombre et de la lumière. Bien sûr. Au fond, peut-être que le piège majeur, c'est de prétendre qu'on pourrait avoir la lumière sans l'ombre. Bien sûr, mais ça va plus loin parce que ça a été théorisé, puis c'est devenu insidieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est sur presque l'idée de dire je dois accepter mon ombre. L'idée, c'est si j'accepte mon ombre, je vais la transformer en lumière. Mais non. Non, à aucun moment. L'ombre, c'est l'ombre, la lumière, c'est la lumière. Je ne veux pas révéler mon ombre pour l'accepter. À l'instant où je reconnais l'ombre, elle cesse de me hanter, disons. Je me réconcilie avec elle. C'est ça, et pour moi, me réconcilier avec mon ombre, c'est demander au reste du monde de me laisser le droit d'être un. Je ne souhaite pas être autre chose. C'est important pour moi. Je veux vraiment ça, et c'est ça qui m'a. C'est pour ça que je l'ai vécu comme une agression, ce truc de t'es une belle personne. Je ne voulais pas qu'on me coupe de la possibilité d'être moi dans mon entièreté. Il y a des moments dans la vie où je vous assure qu'il est vraiment judicieux de pouvoir sortir la carte je suis. Elle va être nécessaire. Il y a des moments où c'est nécessaire. Et en tout cas, moi, j'en ai besoin. Et je pense que de toute façon, la plupart des gens l'utilisent, mais à leur insu. Moi, j'ai envie de savoir quand je suis un. Et j'ai envie de le savoir et d'avoir le droit d'utiliser cette possibilité d'être absolument comme toutes les autres. Donc quand cette personne me disait « t'es une belle personne », quelque part, elle m'enfermait dans un endroit dans lequel j'ai pas envie d'être. Je veux vraiment respirer mon droit à tout ça. Il y a dans l'humain que je suis de la brutalité, de l'agressivité, de la jalousie, de l'envie, de la traîtrise. Il y a tout ça parce que c'est moi, parce que je suis humain, et à aucun moment je souhaite le guérir. Ça ne se guérit pas, c'est pas une maladie, c'est de l'humanité. Et je ne souhaite pas non plus l'éclairer pour le rendre légitime, je ne souhaite pas le mettre à la lumière pour le rendre inoffensif. À aucun moment je souhaite devenir inoffensif. Parce qu'au fond, pour qu'on comprenne, moi je dirais, ce que tu invites, c'est quand même à accepter d'être un être humain, d'entrer dans notre humanité, ou disons, ce que les anciens appelaient la finitude, accepter la limite de notre existence, alors qu'au fond, la plupart du discours vise à prétendre qu'on pourrait sortir de l'humanité. C'est exactement ça. Et qu'au fond, nous, on n'entend plus trop ça, mais c'est quelque chose de très profond d'accepter notre humanité, enfin,
plutôt que de lutter tout le temps dans une lutte incessante contre notre humanité en prétendant... Je suis évidemment en train de chercher à retrouver, c'est assez bizarre, l'inconscience qui présidait à ma vie lorsque je ne me posais pas de questions. On pourrait dire un peu comme la phrase de Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête, c'est un peu ça. Tout à fait. Et ce que tu proposes toi, c'est au lieu de vouloir faire l'ange, et donc de finir par faire la bête, accepter l'ange et la bête qui sont en nous, et on devient enfin un être humain en lâchant cette incroyable bataille et tension qui nous tue, de vouloir tout le temps être un ange, donc de devoir faire semblant d'être un ange, de devoir imprimer ses cartes de visite, regardez comme je suis un ange, de vouloir... C'est ça, c'est de ça dont je parle. Et ce qui est très beau, que je trouve un des moments clés de ton propos, c'est que tant que je veux faire l'ange, ou tant que je fais ma carte de visite, ou que je veux réussir ma vie, je le fais en disant que je veux être aimé, mais comme je ne me suis pas rencontré, et que je ne me suis pas aimé moi-même, puisque je suis en train de lutter contre une partie de moi, comment je peux demander à l'autre « aime-moi comme je suis » quand je ne m'aime pas, je ne me suis pas rencontré? C'est ça le piège et le malheur de... C'est même pour ça qu'on demande à l'autre de nous aimer. On lui demande de nous aimer puisque nous sommes totalement incapables de le faire. On ne veut pas se prendre tel qu'on est, donc on demande au monde de le faire. Je veux être aimé tel que je suis, mais j'ai aucune intention de reconnaître ce que je suis. Et c'est tout le problème dans cette affaire. Mais moi, ce qui m'a fait le plus de bien, Fabrice, dans tout ça, c'est que j'ai retrouvé la rondeur, la boucle, qui préside là, partout, toutes ces sphères, les bulles de son, les planètes, cette rondeur. J'ai retrouvé ça dans ma façon de regarder la vie aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est tranquille. J'ai pas besoin de courir. Il y a pas besoin. J'ai pas d'endroit à rejoindre, mais je n'ai pas non plus de zone à défendre. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai encore peur de passer pour un con. J'ai peur de pas être aimé. J'ai peur d'être j'ai peur de tous ces trucs-là. Mais si on a bien compris tout ce que tu dis, heureusement, ça veut dire que tu es un être humain et que tu assumes ton humanité. Oui, bah c'est ça, il y a ça, mais après ça dirige pas ma vie. Ça se résume en une phrase toute simple. Tu ne peux pas me faire de bien, tu ne peux pas me faire de mal, parce que je suis la source de ce que je fais comme expérience. Si ça, c'est possible d'intégrer ça à un moment, c'est-à-dire de se rendre compte que je suis la source et le but de mon expérience, quand j'ai intégré ça pour de vrai, et que ça n'est pas un truc théorique dans ma tête, j'ai pas besoin d'avoir confiance en la vie. La confiance, en fait, c'est quand il y a de l'hostilité. La confiance, c'est j'ai besoin d'avoir confiance en moi quand le monde est hostile et délétère et qu'il va falloir que je navigue et que je fasse mon trou là-dedans. Mais quand il n'y a aucun danger, la confiance, elle sert à quoi? Quand, en fait, l'autre ne peut ni me faire de bien ni me faire de mal, j'ai pas besoin de lui faire confiance. J'ai pas besoin de faire confiance en ma femme. Parce que ce qui va arriver dans ma vie, en fait, ça vient de moi. J'ai pas besoin de faire confiance en elle. Elle fait ce qu'elle veut. Ce que je vais faire, moi, comme expérience, ne sera en lien qu'avec la rencontre entre Franck et Franck. Je vais vivre des trucs super agréables, je vais vivre des trucs super désagréables, et j'ai aucune possibilité de me prémunir contre le malheur. Je ne vais que faire découvrir l'énergie que je porte au fur et à mesure que j'en fais l'expérience. Donc je fais l'expérience de l'énergie que je porte, et ça me permet la rencontre avec moi, de découvrir qui est le bonhomme que j'incarne, avec qui je fais le voyage. J'adore faire cette sensation-là, avoir cette sensation-là. Je veux savoir avec qui je fais le voyage. Je n'ai aucune idée, moi, de c'est qui le bonhomme en question. Là, c'est trop grand, cette notion-là. C'est trop grand qui est Franck dans mon intérieur. J'ai aucune notion. Comme j'imagine, pour toi, quand tu plonges dedans, c'est tellement grand. Comment on fait? On ne sait pas. Donc, je rencontre Franck tous les jours en vivant. Et quand je dis que je rencontre Franck en vivant, c'est parce que les expériences que je fais ne sont finalement que l'énergie que je porte, que je rencontre en matière, l'énergie que je déploie, que je rencontre en expérience. Et du coup, toi, Fabrice, qui est là, assis devant moi, je peux m'asseoir et parler avec toi et être tranquille parce que je sais que tu ne peux pas me faire de bien. Et je sais que tu ne peux pas me faire de mal. Parce que là, au fond, l'illusion, c'est on peut pas se connaître, on peut juste se rencontrer. Et l'idée qu'on se connaîtrait, ça, c'est pas du tout... La vraie question, c'est est-ce que je suis prêt ou pas à rencontrer l'être que je suis, là, maintenant? Au fur et à mesure, c'est ça. Bien sûr, parce que... C'est ça qui peut changer notre vie. Qui on est, c'est trop grand.
On le voit bien. Alors même sans aller se percher dans la multidimension, le simple fait d'être conscient qu'on a une mémoire cellulaire, c'est-à-dire qu'on a une cellule où enregistrer des milliers et des milliers d'informations dont je ne sais pas d'où elles sortent, puisque d'où elles appartiennent, est-ce que c'est de cette vie, est-ce que c'est transgénérationnel, et d'où ça sort, c'est vraiment très très compliqué. Donc je ne cherche pas à connaître Franck dans sa totalité, puisque évidemment je vais à l'intérieur rencontrer le cosmos. Quelle prétention, connaître le cosmos, c'est impossible. Je vais rencontrer Franck à l'endroit où il est, au moment où il est, dans l'expérience. Donc l'expérience que je fais, par exemple, là je suis assis ici, et c'est simple, c'est comment je me sens. C'est-à-dire je suis là, avec toi, dans ce cadre, etc. Et là, je suis en train de rencontrer Franck dans une certaine version. Je suis en train de dire, ok, alors donc ce que tu es en train de faire comme expérience ici, eh ben en fait ça en dit long sur toi. Et si tu veux d'ailleurs, on peut faire l'expérience tout de suite. Je peux me dire, mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant? Et puis comme ça, je saurai. Et là, je vais avoir de l'information sur Franck. Alors il y a plusieurs trucs, par exemple, là qui m'assaillent quand je suis dans cette pièce. Il y a quelque chose qui est calme et qui est confortable ici, et qui est là parce que je sens que avec toi, j'ai le droit d'être comme j'ai envie, que tu n'es pas en train de me tendre des pièges. Et du coup, il y a quelque chose ici qui me dit, tiens, Franck n'est pas en train de se traquer et de se tendre des pièges, puisque Fabrice ne lui entend pas. Et puis, j'ai eu d'autres sensations, par exemple, j'ai la sensation que dans notre dialogue, on est parti sur quelque chose de très haut, j'ai envie de dire, où notre discours est déjà presque mystique, même si on essaye d'être là. Et là, je me dis, dans la rencontre toujours avec Franck, hein, que ça en dit long sur mon besoin d'être finalement légitime, même si j'arrête pas de dire le contraire. Donc de montrer, de montrer que je peux jongler avec ces notions, que en fait on peut encore aller plus loin et encore aller plus loin, et en fait je suis en train de montrer qu'il en a sous le pied, le gars. Tu vois, je suis en train de montrer un truc comme ça, alors que en même temps je ressens une petite tension qui est non, j'avais envie de faire un truc plus ménagère, plus la vie de tous les jours, plus pour rappeler aux gars, vous là qui êtes en train d'écouter, sans déconner, quand on arrête 2 minutes notre cinéma autour de ceux qui savent, tu vois, j'avais plus ce truc-là. C'est quoi en fait qui nous a attrapés? C'est quoi qui t'a touché dans ce bouquin? C'est quoi moi qui m'a touché quand je l'ai écrit? Il est où le vrai truc? Et là-dedans, il y a un truc qui est... Je rebondis parce que c'est bien qu'on aille dans le côté très concret, parce que je voulais, moi, partir de ce côté concret. Parce que quand on a vu, peut-être il faut essayer de rassembler, parce que je trouve que c'est bien qu'on voit que c'est très concret. Ne pas arrêter de vouloir réussir sa vie, c'est juste un soulagement. Sentir qu'on n'a pas besoin de croire au personnage, ça, c'est... Voilà, qu'on n'a pas besoin de se définir, on n'a pas besoin de se connaître, on n'a pas besoin de s'améliorer, c'est des choses assez simples, ça. C'est cool, bien sûr. C'est bien de voir ça. Bien sûr, ça soulage et ça fait du bien. Parce que même si on ne comprend pas tout, parce qu'au fond, c'est vrai que le livre, tu proposes avec beaucoup... C'est sûr, dans le livre, tu présentes... voilà comment fonctionne le monde. Donc il y a quelque chose de très ambitieux, mais il y a un soulagement très, très profond. J'ai pris appui, hein, je t'ai déplacé, mais parce que ça me travaillait aussi. Je voulais prendre appui pour que notre entretien, on voit à quel point c'est très, très concret. C'est juste arrêter de se torturer, au fond. Ton livre, c'est voilà comment on se torture en croyant en ayant les meilleures intentions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on croit... On se torture avec les meilleures intentions. Ça passe l'air de rien. Je veux réussir ma vie. C'est super sympa. Et ben, c'est juste ce qui va vous rendre la vie impossible. Je veux être quelqu'un de bien. Ben voilà, ça a l'air super sympa. C'est ça qui vous torture la vie. Là, je suis vraiment pas bien. Il faut que je change. Donnez-moi les règles pour changer. Ben, ça a l'air super sympa. Et là, je suis juste en train de me torturer. Donc, ce que tu montres, c'est ce qu'on nous présente partout, ce qu'on a adopté avec les meilleures intentions du monde. C'est ça qui nous emprisonne.
et que le chemin, au fond, il est plus bête et plus simple qu'on ne le croit. Peut-être trop. On peut dire ça. Peut-être trop. On n'est pas que. Peut-être trop simple, effectivement, pour nos esprits alambiqués, où on a tendance à chercher à compliquer les choses. Moi, ce qui me branche là, dans l'instant qu'on est en train de vivre et d'échanger, parce que je suis en contact avec mon environnement et j'aime rester sur ce feeling-là. C'est que lorsque deux humains sont en train de communiquer en sachant qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, ça leur permet d'avoir le droit de retourner au seul endroit où on se retrouve en totale sécurité, c'est quand on est totalement vulnérable. Si je suis face à toi dans le droit que je me donne d'être démasqué, je te permets de voir mes incohérences, là où je suis pas congruent, là où je ne suis pas solide. Si je te permets de voir en fait l'endroit où je ne suis pas professionnel, l'endroit où je suis encore un enfant paumé, l'endroit où mon ambition a besoin de toi, si je te permets en fait de voir ces trucs-là, d'être vu comme ça, d'être vulnérable, me rend indémasquable. Tu ne peux pas me démasquer parce que je suis d'abord d'accord pour être démasqué. Tu ne peux pas me faire de mal parce que je suis OK pour être totalement vulnérable, parce que je préfère, à travers notre échange, rencontrer une facette de Franck que je ne connaissais pas et dire « Tiens, j'ai été vu dans un angle inhabituel et je suis content, je connais un morceau de Franck de plus », plutôt que de chercher à te vendre le personnage que tu veux faire exister et que moi je voudrais faire exister. Et ce qui m'intéresse, moi ce que je veux que tes auditeurs captent de tout ça, c'est l'endroit et le confort dans lequel on se retrouve lorsque on a renoncé à se mettre en sécurité. Ça c'est clair. Ouais, peut-être je peux raconter une anecdote pour montrer par où ce que tu dis me semble important. Donc moi j'avais découvert la méditation quand j'avais 20 ans, et l'expérience que j'ai faite, c'est, pour la première fois de ma vie, d'avoir absolument le droit d'être comme je suis, sans condition. Et puis après, ça a tourné au vinaigre, avec tout le truc religieux et tout ça, et il y avait l'idée, je suis là, il faut que je réussisse là. Je pratique, et si je pratique, je stabilise mon esprit, je me calme, alors j'arriverai quelque part. Et là, ça a été juste l'horreur. Et à un moment, j'ai compris que ça, c'était la trahison de l'expérience originaire que j'avais vécue. Mmh. Et que soit on rencontre ce qu'on est. Et quand j'étais autorisé, j'étais pas devenu ni un saint, ni parfait, ni éveillé, ni rien. Juste, on s'en foutait. Il y avait quelque chose. Et je trouve, voilà, c'est ça qui est central. Et cette expérience, on ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la construire. Non. Et on est tout le temps pris par le fait, vous allez construire. Donc il y a des grades. Donc vous avez la première étoile de l'éveil, la deuxième étoile du développement personnel. Tout ça, c'est du business, bien sûr. C'est tout ça que je trouve au cœur de ton livre. D'un seul coup, on nous dit, vous n'avez pas besoin d'avoir votre troisième étoile pour avoir le droit d'être dans le club. Il faut quand même pas qu'on perde un truc de vue. Nous qui sommes en train de parler de ça, et vous qui êtes en train d'écouter ça, on a tous le même problème. On est incapable de vivre la vie dans son mystère, dans son total mystère, sans chercher à le déjouer. En fait, nous, les perchés ou les chercheurs, pour être plus sympa, ou simplement ceux qui sont en quête de l'intérieur, etc., nous sommes au fond les plus trouillards. Tout simplement parce qu'on est incapable de vivre la vie sans qu'on nous ait d'abord dit « Ok, attends, il y a du sens ». C'est-à-dire en étant à l'unisson avec ce qui se passe. En fait, j'ai toujours été à l'unisson avec ce qui se passe. Il n'y avait qu'une part de moi qui n'était pas à l'unisson, c'était mon conscient qui, lui, naviguait à contre-courant dans un désir de vaincre. Mais en fait, j'ai pas d'autre choix que d'être à l'unisson. Je suis l'unisson. Je suis cet ensemble-là. En fait, le simple fait de vouloir être à l'unisson nous place comme si on était en dehors de cette unité-là. Et évidemment, on a compris que ça, c'était des boucles infinies. Vouloir rejoindre l'unité, quelle belle farce. Comme si quelque chose pouvait exister en dehors de l'unité. Donc, on va pas
On va pas insister là-dessus. On va insister sur la vulnérabilité. Pour moi, en fait, l'essence, et c'est ce qui se dégage ici dans cette pièce, c'est le truc pour moi qui est important. C'est que le seul endroit où je sois totalement en sécurité sur cette planète, c'est quand j'ai accepté qu'il n'y avait aucune sécurité. Je peux l'expliquer un peu autrement, c'est que on est en totale insécurité parce qu'on peut mourir d'un instant à l'autre. Tout le monde sait ça, et si on le sait pas, il faut s'en rendre compte au bout d'un moment. On peut mourir comme ça, sans aucune raison, par décision de l'arbitre, mourir comme ça. À chaque instant, le téléphone peut sonner pour nous annoncer le pire. Moi qui ai des enfants, je sais en fait quelle forme peut prendre le pire. Et notre vie peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Il n'y a aucune sécurité. Il n'y a pas de bonne posture de méditation, de rapport au divin, de centrage, de connexion aux mémoires akashiques et nani et nana qui va faire que le téléphone ne sonnera pas pour me dire que mon gamin est passé sous un camion. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de niveau de pognon, de niveau de connaissance, de niveau de sécurité qui puisse faire en sorte que mon gamin ne puisse ne pas passer sous un camion. Si un camion passe, il passera dessus, quelles que soient les circonstances. Il n'y a aucune sécurité sur cette planète. Ça, c'est connu pour ceux qui en font l'expérience. C'est-à-dire que lorsque, pour les chercheurs qui ont vu en fait qu'on choisissait de venir s'incarner, il n'y a aucune difficulté pour les êtres que nous sommes à accepter de venir faire ce jeu ici. On sait qu'on va mourir d'un instant à l'autre ou que le pire peut arriver d'un instant à l'autre. On connaît la promesse et on vient pour cette promesse parce que cette planète nous offre la possibilité d'un spectre immense qui va de vivre la pire expérience à la meilleure expérience. Et c'est cette promesse entière qu'on veut. On n'arrive pas sur la planète en disant « moi je vais sur une planète parce que sur celle-là, on est sûr de faire telle expérience, point barre ». Nous, les humains, on vient sur la planète à cause de cette proposition, qui est cette immense possibilité du pire et du meilleur. Le pire et le meilleur signifie qu'il n'y a aucun endroit où se cacher. Nous sommes face à la possibilité du pire à chaque instant et la possibilité du meilleur à chaque instant. Nous avons pris l'habitude d'essayer de mettre des objets, des circonstances, des paramètres entre cette réalité ultime, c'est-à-dire il n'y a aucune sécurité, et nous. C'est comme si on disait, avec de l'argent, je peux mettre quelque chose entre l'insécurité et moi. Avec de l'amour, si je suis dans un couple fusionnel et magnifique, je vais pouvoir mettre de la sécurité entre la réalité ultime, je peux mourir ou ça peut mourir n'importe quand, et moi. Et tous les mensonges que je vais mettre entre la réalité qui est on peut tous mourir d'un instant à l'autre, ou le téléphone peut sonner d'un instant à l'autre, tous les mensonges qu'on va intercaler entre cette réalité et soi, c'est ça qui va créer l'insécurité. C'est-à-dire que c'est le mensonge que je pose dessus qui devient l'insécurité. Tout ce que je vais mettre entre moi et la véritable nature de ce monde qui est, on n'en sait rien, tout ce que je vais mettre entre moi et ce monde-là, c'est ce qui va créer l'insécurité. Donc finalement, c'est l'argent que je mets au cas où qui crée l'insécurité. C'est ce désir d'être aimé pour pas mourir seul qui crée l'insécurité. C'est la promesse que je demande à l'autre lorsque je dis à ma femme ou que on dit à son homme est-ce que tu seras là demain? Et le mensonge qu'il va me donner sera l'insécurité. Si dans un couple j'entrais et que l'autre je lui dis est-ce que tu vas m'aimer toujours et qu'il me dit bah évidemment j'en sais rien. Et est-ce que tu seras là demain? Mais j'en sais pas plus que toi, j'en sais rien. Peut-être que je serai mort, peut-être que quelqu'un d'autre sera passé et que je serai parti. J'en sais rien. Si j'ai une autre réponse que j'en sais rien, je vais me retrouver dans l'insécurité. Parce que je serai là demain est un mensonge parce que demain n'existe pas. Personne n'a jamais vécu un demain. Donc ce que tu veux dire, c'est la lutte contre l'insécurité inhérente à l'existence, c'est ça qui nous crée des problèmes. C'est ça l'insécurité, la sensation même d'insécurité. Parce que l'autre, la véritable insécurité, c'est-à-dire la nature insécure du monde, ça c'est connu pour tous les humains. On le connaît, il n'y a aucun problème pour ça. On sait qu'on va mourir, et ça ne nous occupe pas plus que ça. On sait que le téléphone peut sonner, mais on est là, on se marre, on va au cinéma, on fait l'amour, on bouge, on vit. Cette conscience-là ne nous dérange pas. Ce qui crée l'insécurité dans le monde, ça n'est pas l'insécurité du monde, ce sont tous les mensonges qu'on intercale entre cette réalité ultime et soi. Et c'est pour ça que je parle du couple, parce que c'est l'endroit où on le comprend le moins. Quand je laisse la possibilité à l'autre de disparaître d'un instant à l'autre, quand je laisse la possibilité à l'autre de me planter un coup dans le cœur, quand je me laisse la possibilité de vivre le chagrin d'amour, je me donne la possibilité de vivre l'histoire d'amour. Si je veux
me mettre en sécurité dans ce couple, je vais créer de l'insécurité. La simple demande de sécurité ne fait que manifester ma trouille et je vais en faire l'expérience. La seule vraie posture réelle, c'est quand l'autre me dit « Maintenant, jusqu'ici tout va bien », tu sais, les répliques de Vincent Cassel dans La haine, « Jusqu'ici tout va bien », et c'est la seule réponse valable. Jusqu'ici on est en vie, jusqu'ici on échange, jusqu'ici tout va bien. Et c'est ça la sécurité, c'est de savoir qu'il n'y en a aucune et de l'accepter comme telle. Arrêtez d'essayer de mettre des trucs, de l'amour, de l'argent, du succès, de l'éveil, de la profondeur entre moi et la nature de ce monde. Je vais mourir. Je vais sûrement voir des personnes que j'aime profondément mourir. Et j'ai mal d'avance. Et ça me dérange pas, Fabrice. Je sais que je vais avoir mal. Ça me dérange pas. C'est la vie. Je suis un peu dans ta structure en même temps pendant qu'on parle là. Je viens d'aller faire un tour chez toi. C'est pour ça que d'un seul coup, il y a une émotion qui est là parce que il y a cet enjeu-là. Mais c'est clair. Une fois que je donne au monde la permission de vivre ou de mourir, je retourne à l'endroit où je suis né. Il n'y a pas de sécurité. C'est même pas donner la permission, c'est juste ne pas lutter contre le phénomène naturel de ce qui a lieu. C'est ça. Je crois que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci. À moins que tu voulais peut-être rajouter autre chose. Oh ben non, mais je suis bien, c'est agréable, vraiment agréable de parler avec toi. Merci beaucoup. Cool. Voilà, c'était un nouvel épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, surtout, vous connaissez la règle, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.